Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur ici du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux et industriels, n'hésitez pas à les appeler pour vos spécifications. J'aimerais remercier Delta, qui est un manufacturier de robinetterie qui est représenté pour Lajoie. Donc, pour vos spécifications, vous appelez Lajoie, ainsi que Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos clients. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Régent Vignola, un entrepreneur en série qui est à la retraite, qui est venu nous raconter son parcours. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour, M. Vignola. Bienvenue au podcast Au-delà des plans. Merci beaucoup de vous être déplacé de Québec. C'est ça. Fait que, entrepreneur, je sais qu'on n'aime jamais. Les entrepreneurs, on est relativement humble, fait qu'on n'aime pas ça, mais entrepreneur en série, là, quand j'ai parlé avec... quand j'ai fait mes petites recherches, vous avez eu plusieurs entreprises, vous avez fait partie, vous avez ça dans le sang, puis aujourd'hui, vous avez quel âge? J'étais un modèle 44. Oh, un modèle 44, soit. J'ai 77. 77, OK. Fait qu'un entrepreneur, comme on en parlait avant, c'est jamais à la retraite. T'es toujours prêt à faire quelque chose. T'es toujours disposé à faire quelque chose et tu veux toujours faire quelque chose. T'sais, arrêter, là, t'es mal, tu vas pas bien. Ben, de toute façon, vous avez ça dans le sang. Fait que, ouais. Comment que ça a commencé, votre histoire? Vous venez de quel coin? Moi, je suis natif de la région de Rimouski, un petit village qui s'appelle Luceville, qui est juste à côté de Sainte-Luce. Beaucoup de gens connaissent Sainte-Luce-sur-Mer. Petit village qui est de Luceville. Je suis venu au monde en 44, comme vous le savez. Je suis dans le milieu d'une famille de 10 enfants. Fait que paquet de gars, quelques filles, mais un paquet de gars. Fait que j'ai, en 44, c'est ça, moi, j'ai fait nécessairement comme tout le monde, l'école primaire, l'école secondaire. Je me suis dirigé à l'école technique, en fait, qui aujourd'hui sont les cégep, les CFE ou CFP, c'est-à-dire l'école technique. En 1960, je suis rentré à l'école technique de Rimouski. Après une 11e année, parce que j'ai eu la chance, admettons, de sauter une année, puis une deuxième année, en tout cas. Je suis rentré à l'école technique à Rimouski pour faire un cours en plomberie. Je vous avoue que mon père était définitivement pas d'accord, parce que pour lui, pas besoin d'aller à l'école pour déboucher des toilettes. OK. Le plombier, c'est déboucher des toilettes dans son style. Votre père, il faisait quoi comme métier? Mon père était menuisier. Et il a travaillé pour certains entrepreneurs, mais il travaillait surtout à son compte. Et l'été, il entreprenait toujours une ou deux maisons à faire. Puis on était comme une gang de gars. On travaillait avec lui l'été. Ouais, c'était de la main-d'œuvre. C'était de la main-d'œuvre pas chère. C'était de la main-d'œuvre, mettons, qui chialait pas trop. Il pouvait pas chialer dans ce temps-là. Non, puis si vous connaissiez mon père, vous compreniez qu'on ne pouvait pas chialer. C'était vraiment... Il n'y avait pas de plainte, hein? Non. Fait que j'ai fait mon cours technique en 3 ans, de 60 à 63. Et en 63, je suis parti de la région de Rimouski pour venir travailler à Québec, chez Saillant dans le temps, qui aujourd'hui est Wolseley, j'étais à Saillant. Comme distributeur. Comme distributeur, mettons, grossiste en plomberie, c'était le gros de leur business. Et j'ai été là 4 ans. De 63 à 67, j'étais là comme technicien. C'était spécial un peu. On avait, chez Saillant, un bureau de service technique. On faisait des plans surtout de résidentiel. On faisait des listes de matériel et on vendait ça aux plombiers. On vendait nos services aux plombiers et on travaillait. C'était très, très, très occupant. En 67, il est arrivé une aventure, c'est-à-dire une chance que j'ai eue. Il y avait une entreprise qui s'appelait Vignola-Vaillancourt qui était opérationnelle à Sept-Îles. Monsieur Vignola de Vignola-Vaillancourt, on avait une certaine parenté, mais je vais vous avouer franchement, parce que l'histoire, c'est vrai, il faut dire aussi peut-être, c'est que moi, mes parents, mon père et ma mère, c'est 2 Vignola.
Fait que, Attendez, c'était 2 vignolas mariés ensemble. de la même Non. lignée ou complètement 2 lignées? 2 lignées, ils finissent toujours par se retrouver. Ouais, On se retrouve tous, Adam et Ève, on va tout être parents. Là. Mais c'était un couple, mettons, qui n'était pas parents. Ce qu'on sait. Ce que moi, je sais, du moins. Puis, c'est ça. Fait que cette entreprise-là, en 67, M. Vignola, qui avait un homme d'un certain âge et qui avait certains problèmes de santé, il me vient à Québec, puis je me rends compte, voici un Vignola, puis un Vignola, tu sais. Fait que, tout à coup, il m'approche, puis il dit tu es intéressé à être en business, à être en affaires? Puis je suis intéressé pas à peu près. Moi, dans le temps, ça tombait bien. Je n'étais pas marié, j'étais jeunesse, j'étais à Québec. Fait qu'il dit... Vous aviez quel âge? J'avais 23 ans. Oh my God. Ouais. Mais là, vous avez sorti de l'école, tout de suite chez Saillant. C'est Saillant. Là, pour que les auditeurs comprennent, aujourd'hui, les distributeurs, ils font du pick-up de matériel, ship ça, collectent les... Mais dans le temps, c'était pas ça. Là. C'était tout le service technique. Tout le service technique, les plans. Les sélections d'équipements. Les sélections d'équipements, les plans. Les calculs. Les listes de matériel. S'occuper des livraisons, mettons que le matériel soit livré. On faisait tout ça, là. C'était vraiment... C'était complètement on faisait du technique. C'est ça, c'était l'équivalent. C'était comme avoir un service d'ingénierie à l'interne. C'est ça. On était tous des techniciens. On avait un patron qui, lui, admettons, et on était 4 ou 5, dépendamment du temps, là, techniciens qui faisaient uniquement des plans, des soumissions de n'importe quoi. C'est-à-dire de plomberie, de chauffage, de ventilation. Mais vous avez dû apprendre énormément. Bon, on a appris certains. D'ailleurs, écoutez, dans le temps, c'était la bonne école. C'était un peu comme, dans le temps, quelqu'un qui était chez Saillant, puis qui, admettons, il voulait changer d'emploi, ou qui disait, il levait la main, admettons, je suis disponible, tout de suite, il est engagé. Toutes les portes étaient ouvertes, là. Quelqu'un, c'était ça, dans le temps, quelqu'un qui sortait de chez Saillant, tout était réglé. T'avais une job, c'était sûr. Fait que moi, M. Vignola m'offre ça, c'était à Sept-Îles. Moi, j'étais à Québec, je venais de Rimouski. Ça me dérangeait pas, Sept-Îles, fait que je suis allé à Sept-Îles. Ça, c'était 8 heures de route, là. Ah oui. C'est un gros move, là. C'était un gros move. Par contre, ça tombait bien. Étant jeunesse encore, pas marié, j'avais pas d'obligation, là. Et je suis allé à Sept-Îles, moi, au mois de septembre. Je suis arrivé au mois de Sept-Îles au mois de septembre, et leur fin d'année fiscale, eux, était novembre. Et j'ai signé un contrat de 3 mois. Septembre, aller à fin novembre, j'essayais ça. Si à fin novembre, eux ne me connaissaient pas parce que l'objectif était que M. Vignola se retire et que je prenne sa place. Ça tombait bien, j'étais un Vignola aussi. Fait que, pas besoin de changer le nom de Pas besoin de changer le nom. Vaillancourt, c'était un gars de chantier. C'était un ferblantier là, hors pair, puis un gars de chantier. Je connaissais pas ce type-là. Je n'avais jamais vu ce gars-là. Fait qu'on a essayé ça 3 mois. Au bout de 3 mois, si ça faisait mon affaire, je restais. Si je faisais leur affaire, ils me gardaient. Sinon, mettons, on arrêtait ça là. Et c'était convenu qu'en novembre, si moi, je décidais de demeurer, puis eux décidaient de me garder, mettons, là, ils me vendaient 25 des actions. Les actions de M. Vignola, lui, m'en vendait 25 Fait que lui, il en restait 25-27 là. Non, lui, il en restait encore 30 puis Jean-Marie, il en avait 65 en tout cas, la différence, là. Pour exemple, il avait 25 mais là, comme j'ai dit, moi, là, j'achète 25 là. Regardez, je suis garçon, là. J'ai pas d'argent, moi, là. Occupe-toi pas de ça, on va s'organiser avec ça. Wow! Hey, c'est assez incroyable, par contre. Ouais. Vous étiez... M. Vignola, il est venu vous voir au comptoir chez Saillant. Ben, on était dans le bureau. Lui arrivait avec ses plans. Mais c'était tout un spécial. Là. C'était tout un spécimen de ce Vignola. Là. D'ailleurs, il a été un des fondateurs de la Corporation des plombiers en 1949. OK. C'était un des... je pense qu'il était 25 dans le temps où... Je me rappelle pas du chiffre exact, mais je pense qu'il était 25. Lui a été un des membres fondateurs de la Corporation des plombiers du Québec, qui aujourd'hui est CMMTQ. C'est ça. Fait que je suis allé à Sept-Îles. Un an après, je me suis marié. Mon épouse... Mais vous avez fait le mariage parce que c'est quand même... Tu sais, en affaires, on dit tout le temps,
c'est comme un mariage, là. Effectivement, c'était... Mais nous, là, Jean-Marie et moi, là, Jean-Marie Vaillancourt, on a été 14 ans associés ensemble, je vais vous dire, il n'est jamais rien arrivé. D'abord, c'était un type c'était un bon travaillant. Moi aussi, d'ailleurs, je travaillais. Lui, moi, je m'occupais du bureau, je m'occupais des soumissions, je m'occupais des achats, je m'occupais de la gérance de projet, lui s'occupait des hommes. Wow. Puis des chantiers. Chacun, vous aviez votre carré de sable. Chacun notre carré de sable, je vais vous dire, les dernières années, là, on se voyait nécessairement tous les jours, tous les matins à peu près, là, on arrivait au bureau à peu près en même temps, vers 7 heures. Dans ce temps-là, les gars commençaient à travailler à 8 heures. Fait qu'on arrivait à 7 heures. À peu près, on était au bureau. Et je vais vous dire, les dernières années, là, on se rencontrait, là, on était assis comme nous sommes assis là, face à face, là. On pouvait être 15 minutes, on se disait peut-être pas un mot. On faisait ses affaires, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, dans le temps, c'était des papiers, puis moi, c'était le téléphone, là, la ligne dure, là. Puis il partait, puis s'en allait, puis on s'était tout dit ce qu'on avait à se dire. On s'était pas parlé, mais on avait tout dit ce qu'on avait à se dire. On a été 14 ans ensemble. Ça a très bien été. Il y a eu toutes sortes d'aventures. Puis écoutez, à cette île, dans le temps, il n'y avait pas de route pour aller sur la Basse-Côte-Nord. La route arrêtait à 10 km à peu près de cette île. Fait que si tu voulais descendre, puis on faisait beaucoup de travaux, nous autres, une chose, on n'a jamais fait de résidentiel, ni de service. Fait que ça, c'était que du commercial. Du commercial, de l'institutionnel, un peu d'industriel. Les seuls, je me rappelle, on avait fait une série de blocs à cette île. Mettons, une compagnie de Montréal qui était venue faire des blocs appartements. On avait fait, c'était un complexe qui s'appelait Joie de vivre. On avait fait 18-16 logements. Tout ensemble, c'était à peu près les seuls logements qu'on a fait. Pour ça, on faisait seulement du commercial et de l'industriel. C'était des écoles. Puis on allait du côté de Terre-Neuve, qui était Warbush, la Bradon-Cité, la Basse-Côte-Nord, ça se faisait tout en bateau, en avion. Ça fait que, c'était vraiment spécial. Là, on a été 14 ans. Il est arrivé définitivement dans le milieu des années 70, l'épisode de Port-Cartier, mettons, a été rayonnier. Oui, mais attendez, là, Quand vous avez parti, vous aviez 23 ans. Ouais. Quand on parle de les années, début des années... 67. 67. Septembre 67, je suis arrivé à cette île. Fait que là, mais c'est quand même un gros move, là. Tu sais, je comprends que vous n'étiez pas marié, mais tu sais, comment... Déjà là, vous tombiez actionnaire, ou sur le point actionnaire de la business. C'est ça. Après ça, vous changez tout votre environnement. Ah ben oui. Là, vous recommencez à zéro. Là. Plus d'amis, plus rien. Là, parce que, tu sais, aujourd'hui, je regarde, j'ai des amis un peu à travers le monde, mais j'ai des amis à Québec, j'ai des amis un peu partout. Aux États-Unis, j'en ai à Vancouver. Puis, avec le téléphone, toi... Mais là, dans le temps, il n'y a pas de rien de tout ça. Là, il y avait la ligne dure uniquement. Ce qu'on appelle aujourd'hui la ligne dure, c'était souvent ça il y avait comme communication. Il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas il y avait pas d'Internet, nécessairement, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait rien de ça, là. Fait que tu communiquais, t'écrivais. Puis, Monsieur Vignola, à quel moment il s'est retiré? Parce que lui, son but, c'était de vous vendre pour sortir. Quand je suis arrivé, il a resté... 1 an? Ah non. Il a resté quelques mois. Après ça, on a été certainement 3-4 mois, 4-5 mois sans le voir. Parce que c'était un gars qui avait un problème de boisson, ça fait que on aimait mieux qu'il ne vienne pas non plus. Mais on s'arrangeait. les chiffres étaient plus droits quand il n'était pas là. Pas nécessairement, je vais vous dire, c'était un spécial. C'était un type spécial. Mais avec Jean-Marie, mettons, on s'entendait tellement bien, puis je le complétais, puis il me complétait. Jean-Marie, il avait quel âge? Jean-Marie avait... moi, j'avais 23, Jean-Marie avait 32 ans dans le temps. Fait que c'est un gars, on avait 9 ans de différence. Fait que, mais on avait convenu, il est arrivé seulement qu'une fois, mettons, où est-ce qu'on a eu un petit désaccord, si on veut. Et c'était notre comptable externe qui a tout ça. Qui a réglé ça. Il nous a expliqué là, que, en fait, on avait compris une chose, par exemple. C'est qu'on pouvait se séparer, il n'y avait pas de problème. Mais si on se séparait, lui, il ne passerait pas au travers, puis moi, je ne passerais pas au travers séparé. Parce que lui, la comptabilité ne voulait rien savoir de ça. Comme il disait, s'il y a un papier sur mon bureau, c'est marqué à signer, il dit, c'est parce qu'il faut que je le signe. Je ne m'occupais pas de ça, c'est ça. Puis moi, c'était pareil chez les chantiers, je faisais pleinement confiance. Fait que tous les deux séparés, on n'aurait pas fonctionné. Ensemble, ça allait très bien. Mais séparés, on n'aurait pas fonctionné.
On a eu des difficultés tous les deux parce qu'on se complétait dans nos affaires. Moi, j'ai jamais aimé beaucoup le chantier. D'ailleurs, je suis pas... Même j'ai toujours été dans la construction, je vous avoue franchement, je suis pas à droite. Je suis plutôt le gaucher des deux mains. Ah oui. C'est ça. Fait que, puis vous aviez combien d'hommes dans ce temps-là quand vous dans ce temps-là, mettons, dans les années 70, au début des années 70, fin des années 60, début 70, on avait à peu près entre 17 et 20 hommes qui faisaient et de la plomberie et de la ventilation. On avait dans le temps, là, dans ces années-là, écoutez, là, plus vers 75 que 70, supposons, là, écoutez, on utilisait du chie de métal, la tôle en feuille, là, on utilisait là, 50 000 livres de tôle par mois. C'était beaucoup. On achetait ça à Vannes, la tôle. C'est énorme. Oui, à ce temps-là. Là, puis rien d'électronique, puis tout à la main. Non, c'est ça. C'était tout plié à la main. C'était des artisans là, qui faisaient ça. Les ferblantiers, on avait une shop de ferblanterie. Là, supposons, on avait un atelier. Et les gars travaillaient l'été. Là, les gars travaillaient quand ils voulaient. Je veux dire, ils faisaient 70 heures par semaine. Là, il n'y avait aucun problème là. Ça fait qu'on avait beaucoup d'ouvrages. On avait un bon nom. On livrait, on faisait une bonne job. Les gens nous faisaient confiance. Ce qu'on faisait, je faisais également beaucoup de technique, parce que je faisais des plans aussi, compte tenu que j'arrivais de chez Saillant. Puis j'avais fait mon cours technique, fait que j'avais quand même une formation technique qui était intéressante. Fait que je faisais mes plans moi-même. Les plans, je faisais mes plans de ventilation, puis je faisais mes plans moi-même, je faisais mes plans de plomberie, je sortais mon matériel, je faisais tout ça moi-même. Puis, les premières années, je faisais en plus de la comptabilité, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Mais on avait un comptable qui venait sporadiquement, là, supposons, pour vérifier nos choses. Mais on avait un comptable externe aussi. Fait que toute l'administration, là... C'est moi qui faisais ça. Mais vous avez appris ça sur le tas. Sur le tas. C'est la meilleure école, hein, par moment, là. Sur le tas. Sur le tas, puis à parler du monde. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'est encore peut-être... C'est moins de même aujourd'hui, là, supposons. Avant ça, là... Le gérant de banque, la banque, c'était quasiment un compétiteur. Maintenant, faut que tu vois la banque comme étant un associé. Oui, c'est un partner. Un partner, c'est ça. Avant ça, là, tu te méfiais de lui, tu avais peur de lui comme de la peste. Mais supposons, là, maintenant, c'est un partner. Fait que c'est ça. Mais de faire les deux disciplines, ventilation, plomberie, je regarde aujourd'hui, aux États-Unis, c'est des modèles d'affaires que les entrepreneurs qui recoupent les trois disciplines, là, ventilation, plomberie, électricité, mais dans le temps, ça n'existait pas. Vous étiez une bébête spéciale qui... C'était un peu spécial, puis écoutez, il est arrivé, j'allais tantôt aborder un peu, au milieu des années 70, il est arrivé le chantier de Port-Cartier-Rayonnier, puis en plus, en 74, on a acheté une autre entreprise de plomberie à Bécomo, qui s'appelait Donat de Lille. C'est un autre, mettons, une vieille entreprise qu'on a fait l'acquisition, Jean-Marie et moi. Donat, il y avait combien dans... Ben, si on parle du contrat de Port-Cartier, ça, c'était un contrat majeur, là, dans le temps. Là. Écoutez, dans les années... milieu des années 73, 74, là, supposons, sur ce chantier-là, c'était à ITT Rayonnier, là, c'était le moulin. Et j'agissais là un peu comme... on va appeler ça, pour dire un grand mot, de la gérance, mais je m'occupais pas des hommes du tout parce qu'eux avaient leur équipe. Leur foreman. Leur ITT ou Rayonnier, en fait, il s'appelait... il y avait leur bureau d'affaires et c'était durant le temps, mettons, les syndicats, mettons, surtout les tuyauteur, là, les pipefitters, mettons, c'était le syndicat qui était très fort, qui était dirigé par... notre spécialiste là-dedans, André Desjardins. Oui. André Desjardins, écoutez, dans ces années-là, on avait 500 gars sur le chantier. Puis là, il y avait rien. Attendez, là. Vous êtes parti de 17 hommes en 68, 60... C'est ça. À combien d'hommes? 550 avec tout le monde, là. Dans les années 74. Qui travaillaient pour vous? Oui, c'est notre payroll. Hey, mais c'est le... Puis vous avez juste... vous deviez être stressé, j'aurais... Probablement, aujourd'hui, si ça se reproduisait aujourd'hui, je serais très stressé. Mais dans ce temps-là,
Quand j'avais 29 ans, là. C'est à cause que vous étiez. Puis là, insouciant. Ouais, non, mais justement, c'est pas un D'abord, j'avais peur de rien. Mais c'est ça. C'est que personne ne me faisait peur. J'avais peur de rien. Tu sais, insouciant. Moi, je pas de contrôle. Moi, je l'appelle. Puis là, j'ai plein d'amis. Tu sais, moi, je suis comme ça. J'appelle ça le chromosome innocent. On est comme inconscient des problèmes qui peuvent arriver. On fonce dedans. Bah ouais, c'est normal. Hey, mais vous êtes passé de 17 à 500 en dedans d'une couple d'années. Hein? Oui, mais les 500, là, ça a duré à peu près la valeur d'un an de temps. C'est quand même, il faut les gérer. C'est ça. Oui, il faut. Mais il faut gérer toute l'administration. Il fallait gérer l'administration. Il fallait s'organiser, s'assurer que les payes soient faites pour le jeudi. Ouais. Que tout le monde se paye le jeudi. Puis que tu aies de l'argent dans le compte pour les payes que tu donnais à 500, là. Oui, c'est ça. Puis dans le temps, comment ça fonctionnait? Tu sais, je regarde aujourd'hui. Tu faisais des chèques. Des gros. Non, mais des gros chantiers. Des fois, ça peut prendre 90 jours, 120 jours à être payé. Dans le temps, c'était comment? Bon, moi, c'est pour l'entente que j'avais. C'était un genre de cost-plus, si on veut, mais pas sur le matériel, seulement sur la main-d'œuvre. Fait que moi, je leur faisais un estimé le lundi, une facture le lundi, de la paye que je pensais donner le jeudi, un montant qu'on ajuste. Et on rajustait cette... avec un pourcentage de profit. C'est ça. Puis le jeudi, eux, il fallait qu'ils me transfèrent l'argent. Sinon, ça, c'était l'entente. Sinon, mettons, les marges de profit augmentaient s'ils ne transféraient pas l'argent. Et normalement, quand j'arrivais sur le chantier, c'est moi qui allais porter les payes au chantier. J'arrivais sur le chantier, j'allais chercher mon argent. Et s'ils me disaient, ben là, le transfert n'a pas été fait, on n'a pas d'argent, pas de paye. Je donnais pas les payes. Vous me dites ça de la plus sérieusement. Vous faites ça aujourd'hui, là. Il n'y a plus un gars sur le chantier. Ben, le jeudi après-midi, si les gars avaient pas de paye, ils arrêtaient de travailler. Moi, je me dérangeais pas. Je disais, regarde, c'est ça l'entente, vous me payez. Hey, mais le deal était bon pour vous, là. Ouais. C'était un beau deal, ça. Ouais, hey. Ça me fait penser à mon deal quand j'ai démarré une de mes entreprises. Je travaillais pour Bombardier. Mm-hmm. C'était ça. C'était moi, le lundi, je leur envoyais ma facture. Le jeudi matin, j'étais payé. Puis les gars, jeudi soir, recevaient leur paye. C'est ça. Je l'ai jamais fait. C'est à peu près la même chose. Je l'ai jamais fait, par contre, si je n'ai pas payé, les gars n'ont pas de paye parce que moi, les gars auraient déserté. Ben, moi, ils désertaient pas parce qu'ils étaient à Port-Cartier quand même sur des chantiers, puis ils savaient qu'un matin, ils auraient leur paye, puis moi aussi, je savais, mais les gars arrêtaient de travailler. C'était un slowdown. Ce contrat-là, comment vous l'avez obtenu? Tu sais que nous, on faisait les services. Quand ils ont commencé la construction, on avait 5 ou 6 gars qui étaient, ils appelaient ça Roadrunner dans le temps, là. On faisait tous les services. C'est-à-dire, les entrepreneurs qui étaient là, mettons, qui avaient des roulottes de chantier, on s'occupait de leur maintenance, mettons, les toilettes, ces choses-là. Et s'il y avait des services sur le chantier, des services temporaires, et également, on faisait les services temporaires du chantier. Et on faisait tout ce qui était travaux, parce que l'entrepreneur plombier qui était là dans le temps, lui, ses travaux commençaient à l'intérieur de la bâtisse. Et partir de l'extérieur de la bâtisse, de 3 pieds à l'extérieur de la bâtisse, aller au service public, ben ça, c'était du public, mais rendu à 3 pieds de la bâtisse, ça prenait des plombiers pour le faire. Fait que moi, on prenait tous les services et on rentrait à l'intérieur de la bâtisse. On faisait ça de même pour l'eau, l'égout, le gaz, mettons. L'électricité. Pas l'électricité, on ne touchait pas l'électricité. Et là, ce qui est arrivé, il est arrivé un conflit avec l'entrepreneur plombier qui était là, qui était Fraser Breeze, en fait. Il est arrivé un conflit avec le propriétaire. Et ils ont mis Fraser Breeze dehors, puis ils ont dit, garde, es-tu intéressé à le prendre, le contrat? Je sais pas, là. Mais on s'était fait un contrat, c'était un cost-plus. Je fournissais pas de matériel. Je fournissais seulement de l'équipement. Je fournissais des camions. Je fournissais des boom trucks. Je fournissais des roulottes que je lui louais au mois. Puis, je fournissais de la main-d'œuvre qui me payait 30%. Mon cost plus 30%. Mais faut que les gens comprennent. Parce que dans le temps, là, non, mais puis je le sais que pour vous, c'est comme. Ben ouais, c'est normal, mais parce que dans le temps, les contrats majeurs comme ça, là,
c'était des entreprises anglophones, bien souvent en dehors complètement du Québec. C'était souvent ou géré en dehors du Québec. Donc, une compagnie de Sept-Îles qui vient chercher ce contrat-là, puis à 500 hommes, vous deviez être la plus grosse compagnie en mécanique au Québec. Au Québec, oui. On a été un bout de temps le 3e plus gros entrepreneur. Au Canada? Au Canada. Wow! Ça devait être toute une fierté pour excusez-moi le terme, là, mais 2 TQ de Sept-Îles. Ben, c'était une fierté, mais c'est pas... On regardait ça... Ben, vous êtes humble, c'est ça. Oui, mais dans le temps, regarde, aujourd'hui, je serais plus capable de faire ça. Là. D'abord, première chose, j'aurais peur. Oui, parce que là, vous êtes conscient de toutes les j'étais conscient de ce que vous avez pris. Là, nécessairement, j'ai vu dans vos notes, là, maintenant, il est arrivé le saccage de la baie James, la commission de Clich. Oui, bien, ça, on va en parler. Mais, oui. Puis là, comment c'était géré avec les syndicats? Parce que, tu sais, on parle d'André Desjardins. Pour que les gens sachent, André Desjardins, ça a été un membre actif des Hells Angels, relié au crime organisé, syndicats, tout ça. Comment que c'était sur Moi, j'ai jamais rencontré André Desjardins. C'est pas vrai, je l'ai rencontré une fois. Je l'ai vu une fois. Ben, il devait avoir un check juste pour dire « C'est beau, je m'occupe de tes gars. C'est beau. » Mais il y avait des gens au chantier qui étaient en relation très proche de Desjardins. Puis c'est eux autres qui faisaient le lien entre moi et eux. Fait que, je parlais avec des gens au chantier là, qui étaient très près de Desjardins, étaient très près du local 144. Fait que j'ai jamais eu de problème. Puis comment que ça se passait? Parce que les gars étaient là pour faire une certaine intimidation, ces chantiers, s'assurer que les gars, que ça soit leur homme qui travaille. Ah ben ça, oui. Ça, mettons, c'était connu que c'était tous des membres de la FTQ qui étaient sur le chantier. Ça, mettons, c'est eux autres qui géraient ça. C'est eux autres qui, quand il y avait besoin d'hommes, mettons, c'est comme ils appellent, ils appelaient le local, ou c'est le local qui envoyait du monde. Le local d'union. Puis moi, c'est pas vrai, j'avais des relevés d'emploi. Puis je faisais faire des pêches. J'avais dans le temps, quand on faisait ce chantier-là, j'avais un groupe, 6 personnes qui étaient à Port-Cartier, on avait loué une maison et les gens étaient un bout de temps, ils étaient sur le chantier et là, il y a eu de l'intimidation puis il y a eu du brassage un peu. Fait qu'on les avait sortis du chantier. Ils étaient dans une maison dans la ville où est-ce qu'eux faisaient tout ce qui était les payes, les remises, les DAS, ces choses-là. Ils s'occupaient de tout ça, là. Ces 6 personnes-là. Puis ils ramassaient, recueillaient les feuilles de temps. Fait que moi, ça touchait pas, parce que je voulais pas que ça touche à mes opérations à cette île. Parce que si tu grossis ton administration, après ça, je savais que ce chantier-là finirait, puis les gars partent. Fait que là, si tu as une administration qui est trop lourde, tu fais quoi avec ton administration? Mettre le monde à pied, c'est pas le fun. Tu sais, il y a personne qui aime ça pour... Fait que moi, ça, c'était une administration complètement indépendante. Puis ça affectait pas les troupes à cette île. Là, vous parlez d'intimidation. Il y avait quoi comme... moi, j'ai jamais... Moi, j'en ai jamais eu. Non, mais vos gars? Nos gars, sur le chantier, c'était tous des gars qui venaient de l'Union de façon ou d'une autre. Fait que, regarde, ils s'intimidaient entre eux autres. C'est quoi, des menaces? Ils faisaient des menaces et ils faisaient mettre du sucre dans leur réservoir d'essence d'auto, faisaient crever quelques pneus, mais regarde, c'était entre eux autres, c'était leurs affaires. Moi, j'en ai jamais eu. Aujourd'hui, il y aurait ça, là. La GRC descend là-bas, c'est de toutes les nouvelles. Oui, mais on n'avait pas les mêmes... C'était pas les mêmes moyens de communication. Non. C'est ça. Non, c'était ça. Ça fait que... on a passé au travers de ça, je vais te dire. Combien de temps ça a duré, le chantier? Nous autres, on était là, l'espace du début à la fin, on était là 2 ans de temps. Le chantier avec la grosse gang, là, souvent, ça a duré à peu près 10 mois. À peu près. Tout près d'1 an. Et c'est ça. Ça fait que... J'ai eu une anecdote que j'aimerais que vous me parliez. Quand vous alliez sur le chantier porter les payes. Ouais, ça, j'ai vu des notes. Non, j'ai jamais eu besoin de bodyguard, j'ai jamais eu besoin de sécurité. Moi, tout ce qu'il y avait, j'allais porter les payes. D'abord, c'était tous des chèques. J'avais ça dans mon camion, à côté de moi sur le siège. Personne ne touchait à ça.
C'était moi. Ça. Mais Et moi, supposons que quand ça arrivait, mettons, première affaire que je faisais, j'arrivais sur le chantier, le jeudi avant midi, vers, mettons, on va donner un exemple, 10h, 10h30, 11h, je sais pas trop. Il n'y avait pas d'heure spéciale. En autant que les payes étaient données avant le midi, c'était correct. Fait que j'arrivais sur le chantier, première affaire que je faisais, j'allais au bureau chercher mon chèque. S'il disait, bon là, il n'est pas prêt, on n'a pas eu le transfert, parce que l'argent pour de rayonner, ça venait des États-Unis, RTT. On n'a pas eu le transfert, on n'a pas d'argent dans le compte pour faire son chèque. Mais pas de problème. Je ne donne pas les payes. Quand vous aurez l'avoir, mais là, on va l'avoir d'ici à 1 heure, on va l'avoir. Non, non. C'est pas ça l'entente. C'est pas d'ici à 1 heure, on va l'avoir, ou 2 heures, on va l'avoir. L'entente, c'est quand je l'ai, moi. Quand même, tu me dirais dans 1 heure, là, puis les gars, c'était pas des amis, là, c'était des connaissances, là, mettons. La relation était excellente, là. Je regarde, c'est pas ça l'entente. Je vais dire comme un de mes amis disait, c'est pas ça qui est écrit sur le petit papier. Je paye, vous me payez, puis je paye. C'est pas je paye, puis vous me payez. Hey, c'est l'inverse. Il devait avoir, la journée qu'il n'y avait pas le transfert, là, hey, la presse. Parce que les Moi, gars je n'avais venaient pas vous de pression. voir. Ben oui, Non, il voulait avoir mais la c'est paye, ça. mais je dis, je peux pas te la donner. On va voir les gars-là, ils n'ont pas à paye. Ils ont pas le chèque. Ils n'ont pas le chèque. C'est pas de ma faute. Hey, ça devait... La journée qu'il n'y avait pas... vous avez dit que c'était arrivé un moment donné? Ah, c'est arrivé plusieurs fois. Mais je l'avais toujours l'argent dans la journée. Mais des fois, c'était dans l'après-midi. Fait que moi, quand je l'avais, je donnais les payes, je donnais l'enveloppe de paye au surintendant, au gérant de chantier là, de notre groupe, qui lui a distribué. Hey, c'était de même. Il y en avait de l'argent, là. Ah ouais. C'était... Écoutez, dans ce temps-là, je me rappelle, parce qu'on faisait... C'était pas tout à fait comme aujourd'hui. C'était complètement différent d'aujourd'hui. Les DAS. On faisait les DAS une fois par mois. Bon, hey, écoutez, je vous parle des années 73, 74, là, des DAS d'1,5 million par mois. C'est de l'argent, là. Et ça, c'est les retenues à la source, ouais, là. Les retenues à la source. Pour les gens, mais... Pour les employés de chantier. Combien? 1,5 million par mois. 1 million. Fait que là, le chèque qu'ils vous donnaient, là, c'était plusieurs... 100 000. Plusieurs 100 000. Par semaine. Mais à la fin du mois, là, quand c'était le temps des DAS, là, c'était la même chose, là. Fallait qu'ils me payent mes DAS avant que moi, je les verse les miens. Ça a dû être toute une expérience. C'est toute une expérience. C'est une expérience, nécessairement, c'est clair que quand j'y repense après, je dis, tabarouette. C'était spécial. Complètement fou. Parce que ce projet-là de Port-Cartier, il a passé à l'histoire. Ah, absolument. C'est arrivé ce projet-là avait lieu en même temps que la baie James, puis il y a eu le saccage de la baie James. Puis il y a eu les gens, beaucoup de gens venaient travailler à Port-Cartier. Ils arrivaient du Mont-Wright, qui était un autre moulin qui avait eu lieu là, mais du minerai. Là, à Port-Cartier, c'était la pâte des papiers. Maintenant, c'était du bois. Fait que c'est ça. Fait que c'était beaucoup de gens qui étaient les pipe-fitters d'une place, s'emmenaient à l'autre, là, à l'autre chantier. Fait que t'avais affaire au même gars. Oui, c'est ça, c'est que tu te promenais... Mais ça, on ne nommera pas de nom, là, c'est pas mais il y a des noms célèbres qui ont passé là-dedans. Bon, oui. Oui. Ouais. Le but du podcast, c'est pas de faire de la publicité. Non, non, plus trop de polémique. Mais qu'est-ce que vous avez appris de ça? Parce qu'il y a eu un après, là. Il y a eu un après. Après ça, mettons, justement, on est revenu normal, à nos choses normales. Ce que j'ai appris surtout, c'est de faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Pas de bullshit. Pas de patente, là. Des promesses, de là, tu es fait. L'autre chose, c'est que j'ai appris, tiens-toi debout. Puis, de là, tu sais, des menaces, là, tout le monde peut en faire, mais passer d'une menace à l'exécution, il y a tout un cheminement. Oui, puis c'est un step majeur. C'est un step majeur. Puis, si tu es... c'est-à-dire, comme je viens de le dire, si tu fais ce que tu as dit et tu dis ce que tu fais, ça va bien. Normalement. Ouais, les gens comprennent ça. Bien, les gens... tu sais, si tout se passe comme c'était prévu, pourquoi qu'il y aurait de problème? Mais les syndicalistes, dans ce temps-là, étaient extrêmement forts. Fait que, très fort.
Puis eux, ils pouvaient faire tourner un chantier, puis là, on va en parler du saccage de la baie James, mais ils pouvaient faire tourner un chantier de même, de bord, juste un leader syndical qui passe un coup de téléphone en disant « Hey, je vais vous dire, franchement, maintenant, c'est différent, là, les communications sont différentes, mais en fait, ce qu'on voit dans le moment, ce qui se passe, là, ce qui se passe depuis quelques années, là, puis dans ces années-là, on peut dire que ça se ressemble beaucoup. Il y a une affaire qui a changé. Les noms ont changé, c'est plus la même personne. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose de changé autrement. Là. Ben, c'est vrai. Les gros bras, les menaces, ça existe encore. Mais je l'ai vécu dans le temps que je travaillais comme général. On avait, une année, il y avait eu une grève dans la construction. Conditions qui étaient pour respecter, différents corps de métier. Puis des autobus qui descendaient sur nos chantiers, puis qui vérifiaient. Puis tu sais, on avait tout eu le coup de fil puis le mémo. Telle journée, c'est fermé. Puis maintenant, on est en retard sur un job. Nous autres, il faut qu'on livre. Puis des autobus qui descendent. Là. Puis là, moi, je suis dans mon bureau, puis là, le téléphone sonne, il est 9 h. Ouais, là, ils sont 40. Là. Puis là, ils nous ont fait comprendre que ce serait le moment de fermer. Parce que il y a d'autres autobus qui font le tour des chantiers, puis ceux qui ont ouverts, ils arrêtent. T'sais. Mais un moment donné, ils vont avoir fini. Puis ceux qui sont ouverts, ils vont se faire un petit meeting. Là. Fait que là, je dis, OK, ben t'arrêtes tout, man. La sécurité des gars, c'est ouais, pas de trouble. Fait que là, ils jasent avec les gars, puis là, OK, on ferme. Parfait. Si demain, on voit que t'es ouvert, là, t'as été averti. Là, on rentre. Là, je dis qu'ils rentrent comment? Non, ils rentrent, ils vont aller chercher les gars. Ils vont sortir les gars. Je pourrais qu'ils accrochent des murs ou des vitres. Ça se pourrait. On fait juste avertir, tu sais, là, on fait pas bien attention quand on va chercher nos gars pour les sortir des chantiers. OK, c'est beau, on va tout fermer. Mais comme vous dites, l'intimidation est différente, mais je pense que c'est encore présent, ces chantiers. Oui, c'est différent, c'est ça. Mais ça a été un passage qui a été correct. Ben, une belle expérience. Belle expérience. Nécessairement, ça te permet de connaître du monde. Oui. Tu te fais connaître aussi. C'est clair. Mais... Puis par contre, il faut dire une chose, puis regardez, on ne s'est jamais servi de bras, mais comme j'ai dit tantôt, le type avec qui j'étais associé, Jean-Marie Vaillancourt, là. Ah oui, c'était un costaud. C'était un homme où il n'avait pas peur d'un autre, lui. Puis, mais c'était un doux, là. Mais tout un physique de gars, là. Mais un bon gars, là. Doux, là. Doux comme un agneau, jusqu'à temps que tu le peignes. C'est ça. Je dis, s'il met le pied dans la porte, là, laisse-la ouverte. Ouais. Il a allé travailler là. C'est ça. C'est ça. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, on est revenu à normal en 75. Là, on venait d'acheter Donat de l'île à Bécomo. Les autres, ils étaient gros comment, Donat? On avait à peu près la même grosseur. Une compagnie, il y avait une quinzaine d'hommes aussi, mais eux, en plus, faisaient de la plomberie, du chauffage nécessairement, de la ventilation et de la couverture. Oh! OK. Ça aussi, c'est un autre métier, ça. C'est un autre domaine, c'est un autre domaine, là. Là, tu es lié directement avec la température. S'il fait beau, ça va bien. S'il fait mauvais, ça va mal. Fait que moi, je voyageais. Et là, j'ai appris définitivement que la compagnie de Bécomo qui aurait acheté quelqu'un à cette île, ça aurait été pas pire. Correct. Ça aurait passé. Mais cette île a acheté Bécomo. Oh non, hein? Non. Ça prenait du monde de Bécomo. Oui, l'ego faisait en sorte que ça passait pas. C'était difficile. Nous autres, on avait acheté une entreprise qui était une vieille entreprise. D'ailleurs, M. Delisle, mettons, Donat, qui était là, a été lui aussi également un des membres fondateurs de la corporation. Fait que c'est une vieille entreprise. Et l'a acheté. Moi, j'allais à Bécomo à toutes les semaines. On avait là-bas un gérant, si on veut, un comptable, un gérant, un commis. Et Bécomo, lui, faisait beaucoup de services, pas mal de services, puis il faisait beaucoup de ventes au comptoir. Ce qu'on ne faisait pas à cette île du tout.
OK, fait qu'il y avait un genre de boutique. Ouais. Boutique shop. Un peu d'entrepôt de matériel de plomberie, parce que dans ce temps-là, à Bécomo, il n'y avait pas de grossiste en plomberie qui était installé là, de vrai, là, comme tel. Là. Fait que c'était de il y en avait à Sept-Îles, il y en avait à Québec, mais ça se faisait par transport. Le matériel se transportait par camion, ces choses-là. Mais il n'y avait pas de grossiste comme tel à Bécomo. Fait que là, on a acheté ça. On opérait ça. Moi, j'étais là jusqu'en 81 avec Jean-Marie. J'étais avec Jean-Marie Vaillancourt, mais mon associé. Et on a associé quelqu'un d'autre que les gens connaissent à Montréal moins, mais à Québec était connu, Victorien d'Auteuil. Vic s'est ennué à Bécomo. Lui était-tu de Bécomo? Non, lui, c'était un gars de Québec. Un gars de Québec, il a déménagé à Bécomo. On l'a associé avec nous autres. Et lui, s'est occupé du bureau de Bécomo. Puis pourquoi vous l'aviez... C'était quoi votre intention quand vous avez acheté Donaldville? Je vous vois rire, là. Ouais. Je veux dire, on voulait grossir un peu. Puis, il est arrivé une anecdote, c'est qu'il est venu quelqu'un de la région de Bécomo. Bécomo-Autrive, en fait. Me voir à cette île, que je connaissais, un type que je connaissais, pour me dire, écoute, Régent, regarde, ma business grossit, je vais seulement te dire, je vais être obligé de sortir de ma région, fait que je vais venir à cette île. Je vais venir comme te faire compétition à cette île, mais je veux te le dire, je veux pas que t'apprennes ça par d'autres. Alors là, je dis, regarde, c'est ton choix. T'es libre. On est dans une liberté, mettons, t'es libre. Fais ce que tu veux. Fait qu'on a dit, regarde, c'est pas de mal, ça va se passer. Vous aviez un peu d'ego qui parlait, là, hein? Ouais, un peu, là. Tu sais, moi, un gars venir me dire, je vais venir te faire compétition, je m'excuse, je vais venir te faire compétition. Je peux pas dire que j'aimais ça beaucoup. Ben, surtout que ça faisait pas loin de, une dizaine d'années que vous étiez là. Au moins une dizaine d'années. Puis avant ça, Vignola-Vaillancourt, ça faisait quelques années que c'était ça avait été fondé en 61, je pense. Vignola-Vaillancourt, moi, je suis arrivé en 67. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti, puis on est allé acheter quelque chose à Bécomo. Après ça, j'ai été lui dire. Ça a dû vous faire plaisir. Oui, mais là, j'ai pas dit, regarde, je viens te faire compétition. On a acheté. Fait que là, les deux, vous avez... Fait que ça faisait notre affaire, puis c'était une belle entreprise. Donaldville était une belle entreprise à Bécomo, une entreprise qui était connue. Il y avait des problèmes de direction, mais ça, c'est avec le temps, mettons, c'est bien correct. Fait qu'on a associé Vic avec nous autres après. Vic, vous le connaissiez de quel endroit? Moi, j'ai travaillé avec lui chez Saillant. Moi, je suis arrivé chez Saillant en 63, puis de mémoire, Vic est arrivé en 65. Il faisait, lui, également technicien aussi, mais lui, il faisait de la ventilation. Chez Saillant, moi, je faisais de la plomberie de chauffage. Fait qu'on se connaissait. Nécessairement, on était jeunesse tous les deux, avec d'autres aussi, fait qu'on s'était connus en masse. Vous aviez eu des belles expériences. Ouais. Des expériences, c'est ça. Puis, on a travaillé ensemble, fait qu'on a continué à se parler, à se côtoyer, puis il est venu à Bécomo prendre la charge de Bécomo, puis là, c'était important parce que lui déménageait à Bécomo. Fait que là, ça a réglé beaucoup de problèmes. Là, il y avait un gars de Bécomo à Bécomo, un associé qui était de Bécomo. Fait que là, il n'y avait plus de trouble. Il était moins de trouble. Puis Vic, mettons, était un bon opérateur, c'était un bon gestionnaire, c'était un bon travaillant aussi, puis c'était un gars qui était chum avec tout le monde. Fait que ça allait bien. Ça a bien été. Là, on a été là jusqu'en 81, mais en 80, dans les années 80, au début des années 80, il est arrivé, mettons, toutes sortes de récessions, là, toutes sortes de problèmes. Taux d'intérêt à 20 ah ouais, non, c'était terrible. C'était terrible, là. Fait que moi, j'avais décidé qu'à l'âge de 40 ans à peu près, compte tenu que les enfants, parce qu'enfin, après le mariage, mettons, il y a eu la famille, on a eu 3 enfants, une fille, 2 garçons, qui vieillissaient aussi nécessairement avec le temps. Fait nous autres, on avait dit que à l'âge de 40 ans, on partirait probablement de cette île, je reviendrai à Québec. Pour l'éducation des enfants, mettons l'école, surtout. Puis que je me trouverais bien de quoi de chose, je ferais d'autres choses. Mais ça, c'était le plan depuis le début? Depuis bien longtemps, très longtemps. Puis là ça, c'était en 81. Ouais.
Mais vous aviez fait aussi, vous avez été impliqué sur le contrat de la baie James? Non, j'ai jamais été à baie James. On a fait du Nord, mettons, la Valor-Cité, Warbush, Shefferville. La Basse-Côte-Nord, toute la Basse-Côte-Nord, mettons, à partir d'Havre-Saint-Pierre, descendre jusqu'à Blanc-Sablon. Des écoles, des dispensaires pour les Autochtones, mettons, résidences, des choses de même. À Warbush, j'avais fait des blocs appartements, travaillé à la mine aussi un peu, mais pas tellement à la mine. Puis c'est ça. Mais on n'a pas fait... Nous, on n'a jamais fait de mode contrat à Bay James. Vous n'avez pas été impliqué sur le saccage à Bay James? Non, mais ça s'est passé. Le saccage à Bay James s'est passé en même temps que le chantier de Port-Cartier. Puis nécessairement, c'était connu que il y avait des gars sous le chantier à Port-Cartier qui venaient de Mont-Ride, qui venaient de la Bay James et qui étaient impliqués là-dedans aussi. Fait qu'on puis il y avait nécessairement, dans le temps, si vous revenez à Port-Cartier, il y avait, mettons, la fameuse UA Label, Union en tout cas, de la préfabrication qui était faite par des gens unionisés ou pas. Oui, c'est ça. En gros, c'est que ceux qui n'étaient pas syndiqués, ils travaillaient dans une shop non syndiquée, ils construisaient tout ça, puis finalement, sur le chantier, ils arrivaient, puis c'était rien que de l'assemblage. C'est ça. Ça, c'était le gros conflit. Oui, les gars de chantier, nécessairement, comme c'était fabriqué par des gens qui n'étaient pas des shops non unionisés, ils refusaient d'installer le stock. Ou ça arrivait, puis il y avait des petits bris de temps en temps. Pas tellement des bris, il y avait plutôt des compensations qui se donnaient. Okay. Il y avait des compensations qui se faisaient. C'est ça qui a amené à la commission de Clich. En fait, il y avait des échanges de contrats. Moi, définitivement, j'ai participé dans le sens que j'avais aucune négociation. Je négociais pas ça du tout. Ça se faisait entre le chantier et l'union. Bon, OK, pour faire telle installation, telle sorte d'installation, telle commande qui a été placée, bien là, compte tenu, ça va coûter 10 000 $. On va le faire. Mais là, c'était toujours l'association sportive du local 144 qui avait besoin d'argent pour leur activité sportive. il y avait quasiment une masse salariale plus grosse que le Canadien de Montréal aujourd'hui. Là. Non, je sais pas. non, mais tu sais, je me souviens, je me souviens comme si j'avais participé, mais j'ai lu beaucoup sur la commission Clich, puis c'était incroyable les montants d'argent qui étaient transigés là. Puis même les gars qui étaient impliqués là-dedans, il y avait des noms majeurs. Là. Il y a eu Brian Mulroney, puis... en commission Clich. Oui, à la commission Clich. Tu avais 3 commissaires, tu Mulroney, Clich et Chevrette. Guy Chevrette, Brian Mulroney. Dans les avocats, il y avait Lucien Bouchard. Il y avait, Paul-Arthur Gendreau. Il y avait des gros noms, là. Oui, c'était énorme, là. La commission Clich c'était une méga commission. Moi, j'ai été appelé pour témoigner à la commission Clich de mémoire 3 fois. Une fois à 8 là. Pour un gars qui n'était pas impliqué, ça. Ils vous ont appelé souvent? Ils voulaient savoir, les autres ne comprenaient pas. Il y avait de la difficulté à comprendre. D'abord, je vais vous dire, à chaque fois que je suis allé là, il y avait beaucoup de monde qui me disait, Régent, amène un avocat avec toi au cas où. Je dis, pourquoi j'amènerais un avocat? Qu'est-ce que j'aime me reprocher? Moi, j'ai pas fait une scène avec ça. J'ai pas un chèque là-dedans. J'étais un courroie de liaison. Le fait que vous étiez un employeur, il y avait de vos hommes qui étaient impliqués avec le syndicat et vice-versa. Mais pas moi. Mais moi, je voyais, si j'avais amené un avocat là, il me semble, je voyais, ça donnait peut-être l'image que j'avais de quoi à cacher ou de quoi à me reprocher. Je savais rien. Je suis allé là, moi, tout bonnement. Posez-moi des questions. Il me posait des questions. Nécessairement, il y a des fois, mettons, le ton montait un peu. Ça, regarde, quand est-ce que le ton monte pas? vous n'aviez vu d'autres avec Port-Cartier entre-temps. J'en voyais un peu, mais j'avais rien à me reprocher. Mais 3 fois à la commission, mais comme vous dites, vous aviez, tout était beau de votre côté, vous étiez un peu, je pense l'exemple de la courroie de transmission, le fait que
vous aviez des hommes d'impliqués dans ça. Il y a même, je pense, un de vos hommes qui est décédé. Il y en a pas un qui s'est fait, excusez le terme, là, mais il s'est fait tirer. Ah ouais. Oui, c'est arrivé. Il y en a un, il y en a un, après qu'on a eu fini le chantier, il y en a un, d'ailleurs, qui ont retrouvé décédé, mettons, dans le cours du centre d'achat de Longueuil. Ici. C'est un gars qui avait travaillé pour moi. Il y a d'autres noms, mettons, que je nommerais pas, qui étaient impliqués dans des choses plus ou moins catholiques, là. Mais c'est pas des gars que je connaissais comme tels. Non, c'est ça. Ils travaillaient pour vous. Ils travaillaient là, sur le chantier. Moi, c'est clair que comme j'avais pas de contrôle sur les hommes sur le chantier, je rentrais très peu souvent. J'allais au chantier minimum 2 fois par semaine, mais je rentrais très peu souvent dans le moulin. J'avais pas d'affaire là. Tu sais, je pouvais rien faire quand même. Tu sais, pour risquer de te faire insulter ou de te faire menacer ou de t'intimider, mettons, parce que tu sais pas, j'allais pas là. J'avais pas besoin d'aller là. J'avais pas besoin de ça. Si on revient à votre parcours, ouais. Fait que là, en 81, vous décidez... On décide que là, mettons, compte tenu que la business est beaucoup moins grande, beaucoup moins d'ouvrages à Sept-Îles, puis Bécomo aussi, on décide, mettons, je dis avec Jean-Marie, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Là, est-ce qu'on revient où est-ce qu'on était en 68-69? C'est-à-dire, moi, dans le bureau, le comptable part. Je vais faire la comptabilité, je l'ai déjà fait, je suis capable de la faire encore. Toi, Jean-Marie, tu vas reprendre des outils. Tu sais, c'est pour rendre moins d'ouvrage. Là. On rapetisse. Là. Ou on ferme. Vignal-Vaillancourt. Delisle était encore là. Delisle, Bécomo était plus opérationnel, puis là, on avait un autre associé. Fait que moi, nécessairement, je voulais revenir à Québec. J'avais gardé des contacts avec beaucoup de monde à Québec, certains entrepreneurs, certaines personnes. Et il y avait une entreprise définitivement qui est connue aujourd'hui, très connue, là, c'est pour moi, qui s'appelait Somec dans le temps, qui était intéressé à ce que je m'en aille chez eux, comme associé. Je connaissais les dirigeants, il y en a là-dedans que j'avais acquis. J'étais allé, des gens qui étaient assez près avec qui j'étais allé, j'avais fait de mon cours technique, qui étaient là en même temps que moi. Fait que Jean-Marie, lui, il était pas prêt à partir, il était jeune, puis Jean-Marie était un gars de Sept-Îles. Il venait au monde de Sept-Îles. Fait que lui, il était à sa place. Lui, c'était son patelin. Fait que ce qu'on a fait, ça a été pas compliqué. On a fermé Vignola-Vaillancourt. Ils m'ont racheté dans Delisle. Delisle a racheté l'inventaire, c'est pour ça que la transition s'est bien faite, puis moi, je suis revenu à Québec. Je suis revenu à Québec, en fait, 3 ans avant l'espérance que j'avais. Je voulais revenir à 40 ans, je suis revenu à 37 ans, vendu à la maison à Sept-Îles, puis on s'est emmené à Québec, on a acheté à Québec les enfants maintenant. Il y avait quel âge quand vous avez fait la transition de Sept-Îles à Québec? J'avais 37 ans. Non, les enfants. Les enfants, Edith avait, notre fille la plus vieille, elle commençait son secondaire, Edith est venue au monde en 69, elle avait 12 ans. Patrice, qui avait un an de différence, lui avait lui est venu au monde en 70. Fait, il avait 11 ans. Puis Simon, qui était le plus jeune, qui est venu au monde lui en 75, lui avait 6 ans. Fait que là, les 3 dans l'école à Québec, on avait prévu qu'ils viendraient à Québec. Fait que les 3 s'est emmenés à Québec. Pour nous autres, arriver à Québec, on avait une priorité, c'était que, parce qu'à Sept-Îles, les enfants connaissaient pas ça. À l'école, il y a l'école à pied, à 2 coins de rue, puis les autobus scolaires, ça fallait qu'on connaissait pas ça. Fait qu'on avait une priorité, c'était qu'on trouve une maison à quelque part où les enfants vont aller dans des écoles, puis qu'ils prennent pas l'autobus si possible. Fait qu'on a été chanceux, on a acheté une maison et les enfants allaient à 3 écoles différentes. Pas un prenait l'autobus et ils venaient tous dîner à la maison le midi. Fait que leur setup était le même. Le setup était le même, le lien familial restait là. Mon épouse Jocelyne, mettons, elle, après qu'on a été mariés, elle était à la maison, comme j'avais dit. Les enfants, c'est correct, parce que moi, j'ai dit, il faut que je travaille. Le pain puis le beurre, ça, c'est ma job. La balance, admettons, tu t'occupes de ça. Les enfants. Mais ça a convenu de même, ça a bien été. C'est vraiment noble de votre part d'avoir... Parce que, tu sais, souvent, un entrepreneur, on a tous notre petit bébé, tu sais. Puis, tu sais, Vignola-Vaillancourt,
vous l'avez aidé à grandir, à avoir des belles Absolument. années, tout ça. Comment que ça a été de vendre? Comment vous êtes senti? J'ai senti que, mettons, je vais dire, pour moi, ma route était faite, mais 3 ans plus vite que je pensais la faire. Bon, puis, Vous êtes un entrepreneur. so what? On va faire d'autres choses. On va s'habituer. On va s'habituer, comme quelqu'un m'avait dit, Régent, tu as toujours gagné ta vie, tu vas gagner encore. Oui, ça, c'est... Puis, moi, j'avais pas peur des défis. C'est ça qui est beau dans... On allait, là, supposons, on va travailler, on va passer au travers, on va le faire. Fait que, en 81, on a déménagé à Québec. Je me suis en allé chez Saumec. Saumec voulait que j'aille là. Je suis arrivé là comme associé. Et mon travail chez Saumec j'étais directeur de la section de tuyauterie. Autrement dit, mettons, un qui est devenu président de Saumec, le type qui est devenu président de Saumec, André Plante, avec qui on a toujours gardé une très bonne relation, puis on est encore bien amis. Lui était directeur de la tuyauterie, il s'en allait président de Saumec, puis moi, je prenais son travail, sa job de directeur de la tuyauterie. Maintenant, eux, ça faisait leur affaire, moi, ça faisait mon affaire. Mais c'est quand même... Puis là, je viens d'avoir le temps. Il va falloir qu'on prenne une pause pour cette semaine, mais c'est quand même incroyable, votre parcours. Parce que, tu sais, vous aviez un plan Day One que, un moment donné, quand les enfants vont être assez vieux, on retourne à Québec avec votre femme, puis vous avez mis ce plan-là en application. C'est vraiment... c'est tout, je vous dis, j'ai une admiration pour vous parce que lâcher une business, moi, j'ai eu à le faire. Puis, tu sais, oui, ça se fait. Ça se fait, je l'ai fait, vous l'avez fait. Il y a plein d'entrepreneurs qui le font, mais ça reste qu'on a quand même un petit attachement à ça, tu sais. C'est un fait. Yann a toujours été, on va appeler ça de même mon bébé, mais je veux dire... Mais ça vous a amené à un autre niveau. Ouais, c'est différent, c'est que c'est une entreprise. Tu dis, Yann, si je suis... Moi, j'ai toujours été de même. Si je suis pas heureux ou si je suis moins heureux, je m'en vais. Ouais. Je resterai pas là malheureux. Ah. D'ailleurs, je l'ai fait en masse. Je l'ai fait quelques fois, ça. Je suis pas heureux, je m'en vais. Hey, mais... M'organiser. Je pense que c'est une belle leçon. Je vois le temps, il faut absolument prendre une pause parce que... Mais je vous dis, on va prendre une pause pour cette semaine. Ouais. On va poursuivre où ce qu'on était sur la deuxième partie de l'entrevue. Fait que je voulais vous remercier. Quand vos gars m'ont parlé de vous, ils m'ont dit... Vous allez voir, tu vas voir, Bruno, mon père, il a comme plein d'anecdotes, puis j'ai encore plein de questions pour vous. Fait que merci énormément pour cette semaine. J'aimerais remercier Mylène, Antonella, merci beaucoup, mesdames. Diane aussi pour, toutes les fois je l'oublie. Diane, merci beaucoup à vous trois pour votre support, votre coup de main. Vous me donnez les réseaux sociaux. Moi, je le show, je jase avec tout le monde, mais c'est vous autres qui faites toute la grosse job en arrière, le branding et tout ça. Merci Nick, Fred, pour l'opportunité que vous me donnez à chaque semaine de faire des podcasts. Merci Nick à la console du Studio SF. Encore une fois, super accueil, studio incroyable. Puis pour les auditeurs, ben on se revoit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue de M. Vignola. Vous allez voir, je connais la suite, puis j'ai déjà hâte. Donc, merci beaucoup. Puis à la semaine prochaine. Merci bien. Fait que c'est pas plus compliqué que ça.